thème important, mais il faut bien voir que c'est un message qui est très bien reçu, ça a l'air formidable, un revenu garanti pour tout le monde. Il y a un débat en Allemagne à propos du revenu garanti où certains disent qu'au bout du compte, ça ne sert que les entreprises. Parce que ce sont des subventions masquées et on n'a plus besoin de payer les gens. On dit à l'intéressé, tu ne sais pas faire grand-chose, je te propose un boulot à 1,40 € de l'heure, tu as ton revenu garanti, ça te permet de te payer une glace ce soir. Autrement dit, le revenu garanti n'est pas la panacée. Sans oublier le problème que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, que notre société prépare mal les gens à utiliser le temps non travaillé. Mais je suis d'accord avec vous, je ne parlerai pas de révolution, mais je crois qu'il faudrait réfléchir à cela. La culture, l'éducation a un très grand rôle à jouer dans ce domaine pour que les choses changent. Pour revenir à votre question, oui, dans les partis de gauche, mais aussi chez les sociaux-démocrates et les Verts, ce point a été examiné, l'introduction d'un revenu garanti, mais je crois que les chances ne sont pas très grandes pour que ça se réalise. Et je m'en réjouis plutôt d'ailleurs. D'ailleurs, le revenu garanti, il existe de facto, ce sont les minima sociaux. Autrement dit, si je ne gagne pas assez d'argent, l'État complète mes revenus jusqu'à un certain niveau. Autrement dit, le revenu garanti, il existe. Moi aussi, très petite. Alors ça veut dire quoi, petit revenu? Vous savez, quand on parle de la mondialisation, passez donc une journée dans le désert et regardez quel est le sort des gens qui sont là-bas. Ça veut dire quoi, petit? Nous sommes extraordinairement bien lotis. Il faut toujours relativiser les choses. Mais le point important à propos du revenu garanti, je l'ai oublié. Den habe ich jetzt vergessen. C'est pas grave. Ça va vous revenir. Trois d'actualité. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans le rapport au travail? Est-ce que nous sommes les seuls à avoir autant de violence dans le travail? On a un peu évoqué la souffrance au travail, mais il y a également ces séquestrations de patrons quand même. J'imagine que vous y êtes sensible. Elles semblent en tout cas de plus en plus nombreuses. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Sophie Menton, j'imagine que vous parlez avec beaucoup de chefs d'entreprise. Est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité française, une violence dans le travail? Je dirige un mouvement patronal qui s'appelle Éthique, avec 6 fédérations adhérentes, et excusez-moi, je rencontre pas, mais je vois pas les bons, mais je rencontre pas que des chefs d'entreprise qui vivent sous la menace de la séquestration et dans l'horreur. Personne n'a été séquestré. Pardonnez-moi, mais j'aime beaucoup les médias. Alors en plus, j'ai un secteur qui va vous enchanter. Maintenant, je ne l'ai plus, et j'ai délocalisé. En Tunisie, j'en suis très fière, et j'avais des centres d'appel. J'étais la première à monter des centres d'appel en France. Donc c'est ce fameux métier atroce dont vous parlez. Franchement, la description qu'on fait de l'univers du travail est quand même axé sur ce qui est terrible. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une réalité, il y a beaucoup plus de conflits aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qui est terrible, c'est que on est dans la lutte, ne se règle que dans la violence, d'après vous? On est dans la lutte des classes. Et ce problème de lutte des classes, de la révolution, s'est déplacé au sein de l'entreprise. La lutte des classes, aujourd'hui, c'est dans l'entreprise. Et alors, j'ai un exemple formidable. Il y avait un homme qui était très favorable à la décroissance, puisqu'il était en train de mendier à la gare de Lyon l'autre jour. Et je lui dis, j'avais 1 euro, et donc je lui donne 7 euros, et je lui dis, tiens, soyez gentil, montez-moi ma valise. Et j'ai trouvé ça magnifique. Il m'a rendu mon euro, il m'a dit, je suis mendiant, pas larbin. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que ça pouvait arriver qu'en France. Et il y avait un côté, il était mendiant, il était content de l'être, etc. Et il y avait, dans le fait de lui rendre ce service, quelque chose d'assez violent. Alors c'est caricatural, mais ils sont très sympathiques, mais je trouvais ça assez sympathique de sa part. Mais je crois que au-delà de ça, il y a un esprit français qui est dans la lutte des classes, c'est-à-dire que les patrons, c'est des salauds. Oui. Non, pas dans la haine du travail. On aime son patron. Notre sondage Opinionway le prouve. 70% des Français aiment leur patron, mais je crois qu'il y en a 70 qui n'aiment pas les patrons. Ah oui. Ils aiment leur boîte. 73% cette année, 79% il y a 2 ans. Et là, malgré la conjoncture, ils aiment leur boîte. Ils n'aiment pas les boîtes. Votre avis, Paul Ariès? Alors, on est dans la haine du patron ou pas? On aime sa boîte, on n'aime pas sa boîte, ou on n'aime pas les boîtes? Quand on regarde les grandes études internationales, celle du Bureau international du travail, par exemple, la France est le premier pays développé dans lequel il y a une souffrance au travail.
Alors après, on peut se poser la question pourquoi. Je crois qu'il y a effectivement une grande caractéristique par rapport au mode de management. C'est-à-dire qu'il y a deux types de harcèlement qui peuvent se pratiquer. Il y a le harcèlement pour exclure, pour se débarrasser de celui dont on ne veut pas, ça on en parle beaucoup. Mais il y a un deuxième type de harcèlement qui est en train de se développer, c'est le harcèlement pour intégrer, pour dévorer l'autre. Une sorte, enfin, on se tutoie, on se fait la bise, on s'appelle par le prénom. Et ça c'est une sorte de compromis, je dirais complètement bâtard, parce que l'entreprise n'est pas un lieu pour s'aimer. Et je dirais forcément à ce moment-là, ça dérape. Et je dirais que ça va déraper soit vers le conflit effectivement violent, soit ça va déraper, et il y a un bouquin en Allemagne qui est paru qui a fait beaucoup de bruit, vers la démotivation. On sait qu'il y a aujourd'hui une démotivation très importante au travail. Puis je crois qu'il ne faut pas oublier la dernière étude de l'OCDE. Qu'est-ce que nous dit l'OCDE? Elle nous dit pour le XXIe siècle, on va vers 20% d'emplois qualifiés et bien payés, qui sont les emplois d'entraînement, et 80% d'emplois déqualifiés et mal payés, qu'on appelle des emplois d'accompagnement. C'est le retour à la domesticité, c'est le retour au 19e siècle. Il y a quelque chose de très intéressant en France, c'est qu'on est un pays super productif et on a remplacé le service. Toujours la suite de la lutte des classes, parce que les domestiques, vous venez de les citer, tout ce qui est domesticité est terrible. On est un pays qui a mal intégré le service, d'ailleurs, bien qu'on soit dans une société de service, parce qu'il y a cette espèce on est beaucoup moins servi que dans d'autres pays européens. Et attendez, développé les services à la personne. On les a développés très bien, la Fédération des services à la personne, d'ailleurs, avec laquelle je travaille, mais elle a un retard considérable par rapport à l'Europe. Ils sont en train de mettre un accélérateur terrible. Et donc, nous avons une excellente productivité avec des machines. Donc, on a supprimé un maximum les gens pour pas les asservir et on a remplacé par des machines. Deuxièmement, on a réduit le temps de travail. Qu'ont fait les boîtes quand on a réduit le temps de travail à une période difficile? Eh bien, finalement, d'accord, elles l'ont réduit. Sauf qu'elles ont gardé la même somme de travail et qu'elles n'ont pas osé vraiment recruter tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été le premier facteur de stress et de pression sur les salariés, je suis d'accord avec vous. On voit bien dans ce que je disais tout à l'heure sur cette importance accordée au travail, mais je crois que la France, c'est vraiment un pays plus qu'ailleurs, où on a un rapport affectif avec le travail et des attentes énormes posées sur le travail. Thierry Barnes, par exemple, explique ça par la logique de l'honneur, le fait qu'on est encore d'une société aristocrate, ce qui compte, c'est le rang, hein, donc, et le diplôme. Mais donc votre diplôme. Ça, par exemple, en Angleterre ou en Allemagne. Alors, l'Angleterre, c'est, et par exemple le Danemark, pas l'Allemagne. Anglo-saxons, vous pensez, ont un autre rapport au travail? Au départ, la logique aurait voulu, si on en croyait Weber, que les pays protestants soient plus attachés au travail. Et en effet, il se passe plutôt aujourd'hui le contraire. C'est-à-dire que les pays protestants ou d'origine protestante ont un rapport beaucoup plus calme au travail, beaucoup plus désinvesti, plus pragmatique. Les États-Unis le mettent très à l'honneur. Le travail. Oui, au sens où on n'a sans doute pas toutes ces énormes attentes exclusives pesant sur le travail. Et je pense que c'est quand même un des problèmes français, ces énormes attentes qui nous empêchent peut-être de redistribuer. Mais il y a une révolution qui est très intéressante, c'est celle d'un statut, parce que malheureusement en France, on réagit par ce nouveau statut juridique, mais l'auto-entrepreneur a été une libération du travail. Et les gens se sont mis à leur compte, c'était un beau mot, moi j'aimais bien se mettre à son compte. Et je trouve que tout d'un coup, j'ai vu autour de moi des gens qui envisageaient de quitter l'entreprise, y compris la jeune fille charmante qui m'a coiffée avant l'émission, et qui s'est mis à son compte, et qui va travailler de temps en temps dans un studio, etc. Et je trouve ça génial. Et donc ce statut d'auto-entrepreneur est une voie d'émancipation, je trouve, qui est à signaler. Alors justement, revenons au pays qui a inventé la lutte des classes, l'Allemagne avec Karl Marx. Et ce sera peut-être notre conclusion, Daniel Tiradelis. Dans notre exposition, nous avons un exemple intéressant sur les jours de grève dans la comparaison internationale. On a représenté cela avec des grands blocs d'aluminium, c'est très beau. Et si vous regardez le bloc qui correspond à la France, on regarde vers le haut. Pour l'Italie, c'est encore plus haut, un étage de plus. Alors que pour les jours de grève en Allemagne, on regarde vers ses pieds. C'est assez extraordinaire de voir à quel point les Allemands ont peu le goût de faire grève. Et vous le disiez, c'est aussi une affaire de tradition. Et je crois que la souffrance au travail, elle existe bel et bien en Allemagne aussi. Mais c'est souvent considéré comme une haute trahison que de le reconnaître. Et cela a certainement des raisons historiques aussi. Vous en parlez autant que nous? On en parle tous les jours, c'est l'unique sujet aux infos, tous les jours la souffrance au travail chez vous?
Bien, à ce propos, on pourrait peut-être revenir sur les élections législatives qui ont eu lieu récemment en Allemagne. Le Parti libéral, le FDP, qui est le parti des chefs d'entreprise, traditionnellement, jadis leur slogan c'était le parti de ceux qui gagnent plus. C'est un slogan absurde en termes de marketing. Aujourd'hui, le slogan c'est il faut que le travail ça paie ou quelque chose comme ça. Eh bien, ce Parti libéral a fait un excellent score aux élections. Pourquoi? Parce que ces certitudes, à savoir que celui qui accomplit quelque chose doit être récompensé, ces certitudes se consolident. Ce sont des certitudes néo-libérales et cela est incarné beaucoup plus par l'entrepreneur que par le salarié. Le salarié, il n'a pas le choix, de toute façon, il ne peut pas agir autrement. Mais ça, c'est une autre histoire et le raisonnement ne va pas aussi loin. Alors, je ne dirais pas qu'on est en présence d'une apothéose de l'homme d'affaires, mais on est en présence d'une image positive de l'entrepreneur, de l'homme d'affaires. Mais c'est vrai que quand ça tourne mal, c'est aussi lui qui en prend pour son grade, parce que c'est la figure de proue qui devient le bouc émissaire, comme par exemple un Wiedeking, le patron de Porsche, ou encore Ackermann, le patron de la Deutsche Bank, qui a fait des mauvais choix stratégiques. Alors, en guise de conclusion, une dernière question. J'imagine que tous quatre, vous devez travailler bien plus de 10 heures par jour. Que feriez-vous si vous cessiez de travailler? Je me tourne vers vous quand même, Paul Ariès, puisque vous prônez la société. J'ai des activités, plus de 10 heures par jour. En réalité, le travail salarié occupe une part bien plus faible dans mon existence. Mais je voudrais pas qu'on ait l'idée que ces problèmes ne concernent effectivement que la France et qu'on soit des râleurs